Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons revenir ce soir sur un drame peu connu, voire méconnu, le drame des Algériens convoyeurs dans la campagne de Madagascar de 1895. Il s'agit de revenir sur le drame de ces Algériens qui ont été enrôlés souvent de force ou par nécessité pour participer à une campagne militaire qui ne les concernait pas au départ. Pour évoquer quelques aspects de l'histoire de ces Algériens impliqués dans la campagne de Madagascar, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hadj Mustafa. Monsieur Hadj Mustafa est auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment aux déportés algériens de 1871 en Nouvelle-Calédonie et dans les bagnes de Cayenne. Aujourd'hui, Hadj Mustafa a consacré un livre assez convoyeur aux Algériens de la campagne de 1895. Monsieur Hadj Mustafa, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonjour, c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Vous avez déniché cette fois-ci donc des archives qui évoquent cette histoire inédite de plusieurs Algériens enrôlés de force ou par nécessité dans cette campagne de Madagascar à la fin du XIXe siècle. Oui, comme vous venez de le dire, il s'agit effectivement d'un thème inédit. Oui. Alors là, c'est un pan de l'histoire de l'Algérie qui est méconnu. Bon, il y a une origine, voilà, quelque chose qui m'a poussé à traiter ce sujet. Donc, j'ai appris une chose concernant l'histoire de ma propre famille. Oui. J'ai un oncle qui a approché le centenaire, donc il a vécu 97 ans, donc à chaque fois que je montais au village, je passais le voir. Alors j'aimais bien quand il me parlait de l'histoire de notre famille. Alors c'est à travers lui que j'ai appris que on a un ancêtre, Hadj Mohamed, qui est tombé en martyr à Isharedan 1, parce que quand je dis Isharedan 1, il y a Isharedan 2. Alors Isharedan 1, c'est 1857. L'épopée de Lala Fatma Soumal. Voilà. Et la deuxième, c'est 1871. Donc, il était parmi les 4 de notre village à l'épamité naturelle. Donc, il y avait eu la sécheresse, l'invasion des criquets, le typhus et le choléra, donc qui avait sévi dans ces montagnes depuis 1864 jusqu'à presque 1869. Tout de suite après venait l'insurrection de 1871 qui avait ruiné complètement les tribus insurgées. Donc, il y a eu le revers, bien sûr. Donc, après le revers, c'était la répression aveugle. Donc, parmi les actes répressifs, il y avait le gouverneur général de Gaïdan avait imposé aux tribus insurgées de s'acquitter d'un tribut de guerre faramineux. Oui. Donc il était de 36 millions de francs or à l'époque, suivi de l'apposition de séquestre sur tout le bien immobilier. Donc sur les terres nourricières. Oui, oui. Les terres nourricières. Donc les tribus étaient reléguées dans des endroits, dans des terrains stériles. Où ils se disputaient pendant des années, les racines, des fois. Exactement. Oui. Alors, à cette période-là,
donc des suites de la répression, les populations se disputaient des plantes, des herbes, des glands, donc dans la forêt, avec leur cheptel. Voilà, pour survivre. Et c'est ça qui avait amené des gens à s'engager dans cette aventure dramatique également. Malgache, voilà, dans cette campagne malgache de 1895. Donc, il y avait donc, ils recevaient, les volontaires, je veux dire, recevaient à la signature de leur engagement une prime de 100 francs qu'ils avaient déjà laissée à leur famille, qui était dans le dénuement total. Ils en avaient vraiment bien besoin. Ensuite, il y avait, on leur donnait un franc par jour durant toute la campagne. Et si la campagne prenait plus de 6 mois, ce sera 1,50 franc par jour, comme la campagne. Alors, j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé à peu près, grosso modo, 385 francs pour les 9 mois de la campagne. Voilà. Alors, bien sûr, il y a eu aussi... la réquisition des mulets également. Parce oui, que, oui, tout à fait. Comme leur rôle, une fois dans le territoire malgache, était le transport, l'acheminement de toute la logistique depuis la plage de Majunga jusqu'à la capitale Tananarive, donc sur une distance de 600 km quand même. Donc il a fallu aussi qu'il y ait, il y a eu 4000 mulets de réquisition qui étaient du voyage. Voilà. Alors on a réquisitionné des mulets en Algérie, mais aussi en France. Oui. Et ce n'était pas le même prix. Oui, donc pour ce qui est de l'Algérie, j'ai trouvé une archive orale, d'ailleurs c'est la seule qu'il y avait. Donc c'était, je l'ai trouvé dans un poème de Sius Fulfri, un grand poète contemporain. Donc il a subi la réquisition de son propre mulet. C'était un artisan qui tissait des nattes en alpha qu'il vendait le jour de marché hebdomadaire. Donc un beau jour, il se levait le matin tôt, il a chargé son âne et une fois arrivé à la place publique donc, du village, il était étonné de tomber sur une grande foule de mulets. Et il y avait des gendarmes, et des soldats de l'armée. Alors il y avait un gendarme, donc d'après son poème, un gendarme est venu, il a fait tomber la charge de l'âne, de son âne, et il a mis sa main dans une musette en cuir et lui a remis dessous, donc c'était 3 fois rien. C'était pas une valeur de l'âne. Mais j'ai trouvé, par la suite, je suis tombé sur une autre archive, qui dit que le mulet en France était payé 406 francs, ce qui était une fortune à l'époque. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Alors, j'ai dit que l'indigène, l'Algérien, en tant qu'être humain, donc en chair et en os, plus tous ces sacrifices pendant 9 mois dans le territoire malgache. Bon, quand je dis sacrifice, parce qu'ils étaient tenus à marcher, y revenir justement, à pied. Voilà, il y avait aussi, ils n'arrivaient pas à s'acclimater puisque c'était dans les tropiques. Il y avait les maladies tropicales comme la dysenterie et le paludisme qui ont fait des ravages dans les rangs, pas seulement des troupes, mais aussi des convoyeurs. Voilà. Sa valeur n'était pas... Sa valeur était je vais le rappeler, de 385 francs. Donc, quand on payait le mulet en France... Voilà. Alors, le mulet en France valait beaucoup plus que l'Algérien. Donc,
en tant qu'être humain, augmenter de ses sacrifices donc, dans le territoire malgache. Voilà. Alors maintenant, avant le début de la campagne, c'est-à-dire avant le départ, avant le débarquement, à partir je pense, du port de Skikda et du port d'Alger, et les points donc de départ, on va cantonner les 6000 et quelques enrôlés, n'est-ce pas, en Algérie, dans des casernements, non? Oui, et le capitaine Lamy, qui s'est chargé de recrutement, avait installé des camps, camps de regroupement de tous les Les enrôlés, oui. Voilà, donc il y avait aux Issières, Dar el Mizan, à Bouillera, À Sétif, Ménerville aussi. Ménerville, oui. Voilà, et Alger. Voilà, côté de Bab el Oued. Ouais. Voilà. Ensuite, ils embarquaient soit à Alger, ceux qui étaient près d'Alger, d'autres avaient pris le train jusqu'à Skikda, pour ceux de l'Est, étaient partis par train jusqu'au port de Skikda, parce que les convois appareillaient. Les bateaux appareillaient déjà à Marseille d'abord, ensuite ils faisaient escale à Alger, ensuite à Skikda, et de là ils faisaient cap vers l'océan Indien. Donc il n'y avait pas qu'on centre, c'est-à-dire dans la région de la Kabylie, qui est concernée par ces convoyeurs. Vous avez retrouvé également donc des Algériens qui ont été mobilisés, que ce soit en Oranais ou bien dans le Constantinois. Oui, j'ai suivi, bon, selon les archives, selon le journal. Oui. Voilà, j'ai lu le journal du capitaine Lamy. Donc, j'ai vu tout son itinéraire, donc à commencer de Fort National, voilà, et il est arrivé jusqu'à dans l'Oranie, il a été à Tlemcen, à Oran, Mostaganem, Relizan, et de là, il s'est porté même dans les Aurès, et il a poussé même jusqu'à Biskra. Donc il a regroupé Donc il y avait au total 5700, pour donner le chiffre exact, il y avait exactement 6900 de toute la 5693 volontaires, on va dire engagés. Voilà, convoyeurs. Voilà, 5693, dont 70% étaient de la région de Kabylie. Et les autres répartis entre plusieurs régions d'Algérie. Donc, alors, la traversée, elle sera pénible, en fait, de compte, c'est une aventure dramatique du début jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Bon, on a dit que ce sont des montagnards. Ils étaient pris dans leurs travaux des champs, du matin au soir, chaque jour que Dieu fait, pendant toute l'année. Donc, ils ne s'absentaient du village qu'une demi-journée. La matinée, le jour, ils allaient au marché hebdomadaire pour faire leurs emplettes et revenir. Et l'après-midi, ils reprenaient les travaux des champs. Donc, la plupart, je dis bien la plupart, ne connaissaient pas l'océan, n'ont pas vu la mer, ni même un bateau. Alors, ils se retrouvaient donc pour la première fois aux embarqués. C'était pour 3 semaines, parce que les bateaux du corps expéditionnaire mettaient 21 jours du port d'Alger jusqu'à la plage de Majunga, voilà, à Madagascar. Voilà, donc il y a eu le mal de mer qui les avait beaucoup affectés, et il faut signaler qu'il y avait quand même beaucoup de morts à bord des traversées, voilà, qui les ont menés jusqu'à l'île malgache.
Alors, avant d'aborder ce qui va se passer une fois donc, sur l'île Rouge, comme on la surnomme, Ouais. euh, il y a des histoires individuelles qui se sont greffées donc, à la mémoire de tous ces convoyeurs. Mais il y avait des enfants également qui ont... Oui, oui, oui. Il y a le cas de l'enfant. oui, L'enfant, bon, là, je peux dire que c'est une histoire dans l'histoire. l'histoire, exactement. Voilà. Donc, il y avait un jeune enfant de 11 ans qui était cireur de chaussures à la place des Martyrs à Alger. Donc, comme il était en face du port, il voyait chaque jour des bateaux qui accostaient, d'autres qui appareillaient. Alors, il était curieux. Il était curieux, il voulait découvrir lui aussi le monde, pourquoi pas, connaître des villes, changer de paysage. Où est-ce qu'ils partaient tous ces bateaux, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh Et ben, furent les il conditions voulait, coloniales également. Et voilà, fuir. il voulait découvrir. Ouais. Un beau jour, il avait réussi à monter à bord d'un bateau. Je ne sais pas par quel moyen. Euh, alors il est descendu dans la cale et il s'est enfui là-bas dans les marchandises. Mais comme il était à côté des chaudières, il avait eu très très soif. Il a résisté pendant un moment. Ensuite, il s'est manifesté quand deux matelots l'avaient carroisé sur les ponts. Ils l'ont tout de suite pris par la main et signalé au commandant de bord. Ouais. Alors, bon, le commandant de bord s'est posé la question, qu'est-ce que fait un Un membre enfant. à bord d'un bateau, de mon bateau? C'est interdit puisque c'est interdit par le règlement, c'est un mineur. Comment je vais en faire? Le jeter à la mer ou le laisser? Mais finalement, les sentiments l'avaient emporté. Il a laissé jusqu'à l'arrivée à Madagascar. Donc, comme par malheur pour lui, lui qui s'attendait à découvrir de grandes cités européennes, américaines, pourquoi pas. Et il a fallu qu'il embarque sur un bateau partant pour la guerre. Établir une colonie, Voilà. une autre colonie. Voilà. Donc, quand il est arrivé à la plage de Majunga, c'est là qu'avaient débarqué Les les convoyeurs. convoyeurs. Alors, il les a suivis. Il a suivi ses concitoyens. Et il a pris la place du premier convoyeur algérien décédé là-bas. Donc, il s'est retrouvé, malgré lui, Convoyeur conducteur. ouais, Lui aussi, il était conducteur conducteur de mulets. de mulets. Comme il était jeune, donc il avait l'immunité, et il s'était acclimaté et il avait réussi quand même à résister aux maladies tropicales. Voilà. Donc, Et vous avez suivi sa trace, vous avez oui, retrouvé oui, la trace. oui, j'ai suivi sa trace, effectivement. Moi aussi, ça m'a étonné. J'étais curieux de découvrir Savoir voilà, le destin, le ce sort qu'il en de est advenu, Oui. exactement. Donc, le seul moyen de le savoir, c'était de voir avec les archives de l'état civil Oui. de Madagascar. Comme l'état civil n'avait commencé à s'installer qu'à partir de 1896 avec l'arrivée du général Gallieni, qui voulait transformer Il a complètement commis un massacre, donc c'est l'un des pires. la région. Voilà. Ah, c'était un vrai sinistre boucher. individu Exactement. qui a massacré Ah, les Malgaches. Oui. Exactement. Il avait excellé dans la boucherie. Dans les exactions. Exactement. Dans l'extermination. Dans l'extermination Pure et simple des Malgaches. Donc, j'ai consulté les archives de l'état civil et de toutes les villes, on va dire, des communes de Madagascar. Et
je suis tombé sur un acte de décès, qui concernait l'enfant, donc en 1919. Ouais. Donc j'ai commencé les recherches à partir de 1896 jusqu'à 1919, soit pendant 23 ans de recherche. Mais quand même, mes recherches avaient abouti. Ouais. Donc j'ai trouvé le nom déjà de l'enfant. Ouais. Et il était mort à l'âge de 35 ans, célibataire. Et au moment où il exerçait comme ouvrier de voirie. Ouais. Donc, travaillait dans la rue. Je ne sais pas si c'était un balayeur ou qu'est-ce qu'il faisait. Je me suis demandé, cet homme qui est décédé à l'âge de 35 ans à Madagascar, algérien, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, je sais que seule la campagne de Madagascar comprenait des Algériens. Donc, le seul événement qui pouvait envoyer les Algériens à Madagascar, c'était la campagne de 1895. Oui. Donc, j'ai fait mes calculs et j'ai trouvé que, si je reviens en arrière, de 1919 jusqu'à 1895, en prenant en compte les 35 ans d'âge, j'ai trouvé, donc, dans ce cas, il avait 11 ans exactement en 1895, et bien c'était l'enfant. Ouais. Voilà. Donc voilà pour cette histoire un petit peu particulière, mais revenons maintenant à l'histoire de ces convoyeurs. Ils vont débarquer après donc la traversée océanique sur une plage, parce qu'on peut parler d'un port, mais c'était pratiquement une plage. Oui, c'était un semblant de port, parce que la présence française déjà datait de 10 ans avant. Il y a eu la signature de protectorat, une première invasion en 1895, donc suivie de la signature de protectorat de la France avec le royaume malgache. Mais par la reine, entre parenthèses, la reine qui était à la tête du royaume de Madagascar avant la colonisation, a été déportée en Algérie justement. Elle a séjourné à Blida. Donc, bien plus tard. Bien plus tard. Voilà, bien plus tard. Donc, pour revenir un peu en arrière, j'ai dit qu'il y a eu la signature du protectorat en 1895. Ensuite, il y a eu le lobby réunionnais. Oui. Donc, c'était des colons français établis depuis plusieurs générations à l'île Bourbon, qui est devenue par la suite l'île de la Réunion. Ils voulaient que l'île malgache soit annexée à la France. À l'empire colonial. Voilà, l'empire colonial. Voilà. Et parce qu'il y avait, à partir de la signature du protectorat de 1885, il y avait, le royaume subissait l'influence des Britanniques. Oui. Donc, pour ne pas perdre cette partie de l'océan Indien, c'est là qu'est intervenu, j'ai dit, le lobby réunionnais. Alors, qui dit océan Indien, c'est pratiquement la France, c'est l'Empire français. Donc, il y avait les côtes françaises des Somalie, Djibouti, il y a les îles Seychelles, il y a la Réunion, il y a les Comores aussi. Il ne manquait plus que Madagascar, autant l'annexer, voilà. Donc, ils arrivent sur ce qu'on appelle le port de Majunga. Oui. Et comment les choses vont C'était difficile le débarquement. Oui, c'était très, très difficile, puisqu'il n'y avait pas de port. Donc, j'ai dit qu'il y avait un semblant de port. Pourquoi? Parce que la France ne s'était pas encore installée. Voilà, le petit port a été installé donc juste après 1885. Oui. Voilà. Alors la France, le corps expéditionnaire avait choisi
la plage la plus large. Oui. Voilà, pour contenir tout ce que avaient Les embarqué convoyeurs, les 30 bateaux, les 30 navires du corps expéditionnaire. Oui. Voilà, donc il y avait les troupes. Oui. Voilà, les troupes, donc en tout, les troupes et les convoyeurs, 21 000 Il y avait des individus. tirailleurs, on a oublié de parler qu'il y avait également des Oui, tirailleurs algériens. il y avait 3 bataillons de tirailleurs algériens. Oui. Donc quand je dis bataillon, c'est 800 soldats, Oui. ce qui fait au total 2400. C'était un nombre quand même non négligeable. Si on les ajoute aux 5700 convoyeurs, on va dire que la moitié du corps expéditionnaire était algérien. Ouais. Voilà. Donc le débarquement s'était fait dans une manière très très difficile. Comme les mulets par exemple, ils les jetaient à la mer. Ils les jetaient à la mer, donc ils étaient obligés de nager à leur manière. Mais ensuite, il y avait les convoyeurs qui allaient les tirer par la bride jusqu'à la plage. D'ailleurs, beaucoup s'étaient écrasés, parlant de mulets, beaucoup étaient blessés à cause de la manière dont ils étaient débarqués. Et toutes les corvées donc, dans la plage revenaient aux convoyeurs, bien sûr. Aux convoyeurs. Alors, ça sera le début donc d'une autre aventure Voilà. terrible, celle-ci. Hein, et effectivement, bon, donc, s'il y avait eu la présence de mulets, leur rôle, c'était de les atteler à des chariots hippomobiles, qu'on appelait voitures Lefebvre. Ouais. Voilà. Alors, malheureusement, ces chariots pesaient beaucoup plus que la marchandise qu'ils allaient charger. Donc, ils pesaient 3 quintaux et demi. Voilà. Et ne pouvaient prendre que 2 quintaux maximum de charge. Voilà. Alors, le rôle des convoyeurs dans cette campagne était de tirer, donc de conduire ces chariots. Il y avait un convoyeur qui se mettait devant pour tirer la bride et l'autre qui poussait, qui guidait par derrière. Voilà. Mais pour ce faire, il fallait l'ouverture d'une route. Et c'était ça le comble dans toute cette campagne. S'il n'y avait pas la présence de ces chariots, la campagne se serait passée mieux. Alors, voilà, je veux dire. Mais les conditions dans lesquelles étaient les convoyeurs, c'était des conditions lamentables. Ils étaient pieds nus, ils ne portaient pas de burnous, donc ils étaient pratiquement... ils mettaient c'était des lambeaux de vêtements. C'était pas ils n'avaient pas véritablement des vêtements, n'est-ce pas? Oui, donc ils sont partis avec... leurs effets, donc ils ont embarqué avec, donc il n'y avait pas d'effet de rechange. Exactement. Voilà. Alors, je vous signale que après la campagne, 9 mois plus tard, les rescapés, les survivants, étaient revenus avec les effets qu'ils portaient lors de l'embarquement à Alger ou à Skikda. Voilà. Ceux qui ont eu la chance après. Ceux qui ont eu la chance de revenir, survivre et de revenir, eh bien, ils ont porté les mêmes effets pendant les 9 mois de la campagne. Ouais. Voilà. Aussi, ils étaient tenus de marcher pieds nus. Ouais. Voilà. Comme ils ont traversé le relief, c'est le même. 600 km. Voilà. Le relief, c'est le même. Donc, Madagascar. Donc, ils traversaient des forêts, des montagnes, des rivières, etc. Alors, ils avaient les pieds gangrenés. Ouais. Voilà. Ils avaient les pieds gangrenés et il y avait le manque de soins, bien sûr. Donc, d'autres aussi
n'arrivaient pas à s'acclimater parce que c'était dans les tropiques. Ils avaient chopé la dysenterie et le paludisme, et voilà, qui avait décimé beaucoup de, on va dire 40% quand même du total des convoyeurs. Ouais. Voilà, je vais donner le chiffre. Donc sur les 5700, il y avait 2344 qui étaient portés à la fin de la campagne, morts ou disparus. Voilà. C'est presque la moitié, donc. On va dire 40%. 40%. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est transporté maintenant, donc, dans ces épaumobiles ou bien. Oui, il y avait l'artillerie, Oui. des caisses de munitions, il y avait beaucoup d'équipements parce qu'il y avait les camps, il y avait des camps d'étape, voilà, il y avait des hôpitaux, des infirmeries de camps. Donc il fallait des tentes, il fallait beaucoup de choses. Donc il y avait les équipements, il y avait le ravitaillement aussi et les médicaments. Voilà. Quand je dis médicaments, c'était soit des pansements et de la quinine. Il n'y avait pas vraiment. Exactement. Et c'était pour eux, c'était pour l'armée coloniale française. Oui. À l'armée coloniale. Surtout parce que, bon, j'ai cité des déclarations d'officiers français qui avaient suivi les convoyeurs algériens. Donc, il avait déclaré qu'il mourrait. On en trouvait des cadavres qui jonchaient la route après le passage des colonnes d'armée, etc. Et puis qu'est-ce qu'ils mangeaient? Justement, il y a eu un problème également. Oui, il y avait un problème de régime alimentaire. On leur donnait du riz, 800 grammes de riz par jour avec 24 grammes de sel, et c'est tout. Donc, pas de pain. Alors, déjà, le menu, le régime alimentaire ne leur convenait pas. Ouais. Voilà. Et n'était pas, ne pouvait pas demander, exiger une autre alimentation. Et il paraît, Mostafa Hadji Ali, que certains n'ont pas reçu leur solde. Oui, ceux qui étaient morts. Ouais. Ça y est, c'en est fait d'eux. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas. La plupart étaient morts là-bas, donc ils n'avaient rien reçu. Voilà. Maintenant, donc, vous avez effectué donc, ce travail de recherche intense, hein, parce que vous avez, par rapport à ces convoyeurs algériens, est-ce que vous avez retrouvé la trace de ceux qui ont pu revenir maintenant? Ceux qui sont revenus, non. Non. C'est-à-dire, parce que ça remonte à loin, on n'en parle pas. Donc, c'était une minorité qui était arrivée à Alger, donc en Algérie. Et parmi déjà cette minorité, beaucoup étaient morts. Même à leur arrivée. Peut-être même dans les bateaux. Les convois de rapatriement, parce qu'ils étaient tous malades. Voilà. Tous les rescapés, tous les survivants étaient malades, porteurs de germes. Donc plusieurs il y avait environ 200 quand même. Oui. 200 qui ont succombé à bord des bateaux de rapatriement. Et quand ils sont arrivés, au lieu de les soigner pour service rendu, une moitié était emprisonnée, était dirigée vers le pénitencier militaire de Berkhaden. Ouais. Une autre moitié était emmenée à Cap Matifou, à Intaya, sur la plage. Ils les ont largués sur la plage et les avaient entourés de fils barbelés, tout ça sous prétexte de contaminer. Ils étaient mis en quarantaine. En quarantaine, c'était sous prétexte de contaminer les populations.
Donc ce drame qui a touché un petit peu les Algériens dans une période la plus dramatique également de notre histoire, est-ce que ça nécessite des recherches plus approfondies pour un petit peu... Oui, oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Il reste des recherches, reste toujours, parce que il y a des choses quand même à exploiter. Il faut exploiter, il faut voir avec les archives, il faut... voilà. Parce qu'il y a des similitudes, parce que la même période, c'était après la fameuse conférence de Berlin, c'est-à-dire le partage de l'Afrique entre les colonies. Il y avait cette course pour conquérir le plus de terres. Donc Oui. les Français, ils avaient les visées sur le Madagascar, sur le Sahel également. Donc en Afrique, c'était pas des convoyeurs. Dans le Sahel, c'était des porteurs. Donc on mobilisait des citoyens qui portaient sur leur dos les ravitaillements, les armes, etc. Et on retrouve donc par exemple, la conquête du Tchad était menée par l'un de ses capitaines. Le capitaine Lamy, il avait exercé les mêmes exactions sur les Africains. Mais aussi, à l'époque, la France voulait laver l'affront subi d'abord après la débâcle de 1870 face à ouais. la Prusse, mais aussi la débâcle face à la fin pratiquement du 19e siècle, la débâcle de Fashoda face aux Anglais, donc au Soudan, lorsque les Français voulaient conquérir le Soudan et face aux Anglais, ils n'ont pas réussi donc à avoir ce territoire, donc il fallait se rabattre sur d'autres territoires comme le Madagascar. Oui, c'était surtout pour redorer le blason. Ouais. Voilà. Donc, comme cela s'était fait en 1830 aussi. Ouais. Voilà. Il y avait le général de Bourmont qui avait rallié comment dirais-je, le camp adverse en 1815 lors de la bataille de Waterloo. Voilà. Donc, aussi, suivi donc, en 1830, bien avant l'invasion de l'Algérie, il y avait Charles X comme roi de France. Charles X n'était pas estimé par la population. Donc il y avait des élections qui s'approchaient pour soudoyer les consciences. Et il lui fallait beaucoup d'argent. Et où est-ce qu'il y avait cet argent? C'était à Alger. Voilà, c'était à Alger. À l'époque, le trésor du Dey, on va dire, s'élevait quand même, la richesse, les richesses s'élevaient à près de 750 millions de francs de l'époque. Voilà, de l'époque. En 2001, c'était l'équivalent de 10 milliards d'euros. En 2001. C'était l'équivalent. Donc, des chercheurs, des économistes qui ont fait des recherches, ils ont donné le chiffre comme quoi les 750 millions de 1830 équivalaient à 10 milliards d'euros de 2001. Alors, pour récupérer cet argent, il y avait un prétexte. Il y avait le soi-disant coup de l'éventail du Dey, etc., avec le consul Duval. Il fallait laver cet affront. Il avait, donc Charles X avait envoyé un corps expéditionnaire de 35 000 hommes. Et il avait donné le commandement à de Bourmont, j'ai dit tout à l'heure, pour redorer le blason. Voilà, c'est pour se racheter vis-à-vis du peuple français après la bêtise qu'il avait commise donc, en ralliant le camp adverse lors de la bataille de Waterloo en 1815. Donc, bien plus tard, après la débâcle de 1870 face à la Prusse,
Il fallait aussi redorer le blason. Comment en envahissant, en conquérant d'autres poussant territoires. l'expansion Voilà, l'expansion de l'Empire. De l'Empire. Donc, comme l'Empire s'était déjà installé dans l'océan Indien, donc il y avait les Seychelles, il y avait les îles Comores, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, bon, c'est un peu plus loin, c'est l'Océanie, c'est le Pacifique. Pacifique. Il y avait les côtes françaises de Somalie, Djibouti. Voilà. Donc, entre parenthèses, à Djibouti, il y avait un bagne aussi, un bagne dans le village d'Obok, qui a été créé spécialement pour accueillir des forçats algériens. Je dis bien des forçats algériens, sauf qu'ils n'avaient pas subsisté longtemps. Sa durée de vie n'était que de 9 ans, donc il est ouvert en 1896, plutôt 86, et fermé définitivement en 1895. Voilà. Alors, une dernière question, parce que voilà, l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé la trace de ceux qui sont restés, à part l'histoire de l'enfant de 11 ans qui décède en 1919? Non, il n'y a aucune trace. Même dans l'état civil J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait uniquement 100 convoyeurs algériens potents, ceux qui étaient potents. On va dire plus ou moins bien portants à la fin de la campagne. On les avait retenus là-bas pour faire l'ordre. Quand je dis l'ordre, il y a le nettoyage, voilà. Donc, à part les sons, il n'y a plus rien. Donc, comment ils ont vécu, j'en ai parlé tout à l'heure, les sons s'étaient retrouvés, j'ai retrouvé leurs traces à Diego Suarez, engagés dans un chantier militaire. Donc, c'était des ouvriers. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé leurs traces dans les archives de l'état civil. Donc, ils étaient pratiquement tous morts là-bas. Donc, j'ai consulté les archives de l'état civil concernant les mariages, les naissances, etc. C'est le seul moyen de le savoir. Exactement. Eh bien, il y avait... il n'y a pas un cimetière qui leur a été dédié en tant que musulman là-bas, rien. Est-ce que ceux qui étaient morts durant la campagne, ils étaient complètement délaissés? Non, comment dirais-je, les tirailleurs, ils étaient reconnus comme étant les soldats de l'Empire. Les tirailleurs algériens, les convoyeurs, avaient leur tombe et avaient un carroisson qu'on mettait, alors que la place de la carroie qu'on mettait pour les chrétiens, pour les soldats français, on mettait un carroisson sur la tombe des convoyeurs, plutôt des tirailleurs morts là-bas, des tirailleurs algériens. Mais pour ce qui est des convoyeurs, on les jetait dans des fosses communes. C'était de la chair à canon. Donc, voilà, la France coloniale a utilisé bien avant la Première Guerre mondiale, les Algériens comme de la chair à canon déjà dans la campagne de Madagascar. Et la conclusion, votre conclusion à la fin donc, de cette enquête extraordinaire donc, de ces convoyeurs algériens? Je peux dire que la France avait utilisé tous les moyens répressifs pour mater, contre le peuple algérien. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Moustapha Hadj Ali, d'avoir évoqué avec nous cette histoire inédite, cette histoire méconnue des convoyeurs algériens durant la campagne de Madagascar de 1895. Je tiens à rappeler que vous êtes l'auteur d'un livre remarquable sur ce drame des convoyeurs algériens dans la campagne de Madagascar 1895. Je tiens à remercier également les téléspectateurs de Canal Algérie. À très bientôt.